Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Merci de vous être rendu disponible pour assister à cette table ronde qui vous est proposée aujourd'hui dans le cadre du salon BI 5.0 par l'ensemble des agences de développement économique du Grand Est que nous représentons notamment avec Sébastien. Une conférence sur le thème de la raréfaction du foncier et finalement, quelle usine pour demain dans ce contexte ? Sujet dont dont on entend de plus en plus parler au fil des derniers mois dans un contexte de zéro artificialisation nette, dans un contexte de sobriété foncière. Alors cette raréfaction annoncée, déjà engagée du foncier, constitue-t-elle une menace ou une opportunité pour les entreprises ? Qu'implique-t-elle en termes d'évolution des comportements et des habitudes d'investissement ? Comment en faire finalement un levier vers une meilleure organisation industrielle et un facteur de compétitivité pour les entreprises ? À ces questions, nous allons tenter de répondre avec Mélanie Glibuzic. Merci beaucoup. Vous êtes fondatrice de MGIB, qui est un cabinet de conseil en aménagement de locaux industriels basé à Épinal, industriel et logistique. Julien Romer, vous êtes dirigeant de la société Atalu, menuiserie aluminium à Erstein, d'une 40aine de salariés. Alors vous avez entrepris, vous, une démarche assez profonde de réorganisation de vos process qui vous a permis finalement de repousser l'échéance à laquelle vous avez dû étendre vos locaux. Et Sébastien Leduc, de la DIRA, en charge du pôle territoire au sein de notre agence. Alors peut-être, Sébastien, déjà commencer par toi, si tu veux bien, avec un mot de contexte. Cette raréfaction du foncier, déjà, est-ce que c'est un mythe ou une réalité ? Et à quoi est-ce qu'on la doit ? Alors Philippe, ça marche ? Ouais, c'est bon. Bonjour à tous. Alors j'ai envie de te répondre, Philippe, en disant oui, c'est une réalité, et en même temps, on a tous été auto-mystifiés. On s'est tous auto-mystifiés. Alors c'est une réalité parce qu'effectivement, on a moins de foncier. En Alsace, je crois qu'on doit être à moins de 300 hectares de disponibles aujourd'hui, avec très peu de surface de grandes parcelles de plus de 5 hectares. On a peut-être 10 zones d'activité qui permettent ces espaces-là. Donc concrètement, oui, c'est une réalité en termes de quantifiable aujourd'hui pour se dire combien il nous reste de surface. Alors, le foncier, il n'arrive pas comme ça. Il disparaît pas, il se crée pas, il est lié à la question de l'aménagement. Et en fait, cette question du manque de foncier, elle est liée aussi à la multiplication des usages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour sortir du foncier économique, il faut vouloir sortir du foncier économique parce que derrière, ce foncier économique, il va être en concurrence avec du foncier agricole, avec de la biodiversité, avec de la forêt, avec de l'habitat. Donc aujourd'hui, pour sortir du foncier économique, il y a une volonté politique qui est de dire je vais faire du foncier économique. Parce que derrière, je dois faire du foncier pour l'habitat, je dois faire du foncier pour l'agriculture, je dois préserver la biodiversité. Donc aujourd'hui, cette raréfaction du foncier, elle est liée aussi à la complexité de pouvoir sortir du foncier économique. Parce que derrière, ça demande des enjeux, ça demande des investissements, ça demande une volonté politique. Et on le voit bien aujourd'hui, sortir du foncier économique, c'est pas simple parce que c'est de moins en moins accepté. On le voit bien avec les ZAD, avec les zones à défendre, avec toutes ces séries de manifestations où on voit que concrètement, sortir un foncier économique, c'est pas un chemin pavé de pétales de rose pour un élu qui aujourd'hui, s'il y a une dizaine ou une vingtaine d'années, quand il crée une zone d'activité pour implanter de l'industrie, c'était bien vu. Aujourd'hui, créer une zone d'activité pour un élu, c'est de plus en plus complexe d'un point de vue même électoral. Ce qui fait peser un risque, finalement, sur le développement économique des territoires à long terme ? Alors, ça fait peser un risque sur le développement économique parce que aussi, on s'est auto-mystifié parce que ce qu'il faut savoir, c'est que entre avoir une planification économique où on voit qu'on a planifié des zones d'activité et une réalité de se dire est-ce que ce qu'on a planifié est faisable, il y a un gap qui est de plus en plus énorme. Et même certaines entreprises ont une fausse idée de leur foncier, puisque vous avez des entreprises aujourd'hui qui ont un foncier assez important,
mais qui en fait pourront jamais l'utiliser. Et elles confondent souvent planification et permis de construire et faisabilité, parce que derrière, vous avez des contraintes environnementales. À l'inverse, si on essaye de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, on peut envisager aussi cette évolution de la réglementation comme une source potentielle d'opportunités, à condition de revoir ces pratiques de construction, de développement, d'accepter de partager, de mutualiser. Mais c'est quelque part une forme de révolution intellectuelle qui est demandée aux dirigeants d'entreprise aujourd'hui. C'est de toute façon une révolution, parce que on sait que si on continue le modèle économique de croissance actuel, on va dans le mur. Parce que d'un côté, on se dit, si on n'a plus de foncier, on ne peut plus construire d'usines, donc on va vers un problème de développement économique. Mais si on consomme du foncier, on va vers un problème de déréglementation climatique. Et là aussi, toutes les études montrent que la déréglementation climatique va avoir une conséquence énorme. On parle même de 25% de points de PIB sur le développement économique. Donc en fait, continuer le modèle actuel nous mène vers un paradoxe ou une impasse. Donc la vraie, ce que tu disais Philippe, le vrai sujet, c'est comment on fait différemment tout en assurant le développement économique. Cette notion de révolution intellectuelle, Julien, vous la partagez. On part du principe, du constat que quand on est chef d'entreprise, finalement, on intègre dans le développement de son activité la dimension patrimoniale de son entreprise. Un grand et beau bâtiment, un beau terrain, un beau foncier pour se développer à moyen terme. C'est des actifs extraordinaires pour un dirigeant d'entreprise. Mais est-ce qu'on peut parler aussi d'un changement de mentalité ? Vous n'avez pas tout à fait cette vision, je crois. Alors, j'ai la chance d'avoir hérité d'une entreprise de mes parents, donc j'ai pas ce côté où je l'ai construite, mais effectivement, on a un terrain de 1 hectare où il y a une réserve foncière qui est aujourd'hui impactée par le PPRI. Donc de toute façon, on sait que de 7 hectares, on n'en fera pas grand-chose, puisqu'on est limité à 20% d'extension de la surface actuelle. Quand on se dit 20%, c'est vraiment pas grand-chose pour une production comme la nôtre. Et donc en 2014, on a voulu agrandir. Et c'est là où j'ai rencontré Sébastien qui m'a dit, avant de vouloir agrandir, réfléchis déjà à ton process. On s'est lancé dans une organisation interne qui fait qu'on a gagné 30% de productivité. Et dans ces 30% de productivité, il y a 15% de surface qui ont été gagnés sur la surface de production. Vous parlez de signes extérieurs de richesse. Effectivement, aujourd'hui, un beau bâtiment, ça veut dire que la boîte, elle va bien, que tout ça. Moi, il y a un autre terme qui me gêne dans ce que vous dites, c'est la révolution. C'est pas une révolution. Ça peut pas être une révolution. Ça doit être un changement long et continu. C'est pas en un coup. Une révolution, on pense tout de suite que c'est frontal. Donc on enlève le R et on dit évolution. Évolution, ça vous va ? Voilà. Pour moi, c'est plus une évolution. Et en fait, quand on parle de ce sujet avec Sébastien depuis 2014, on est en 2024, ça fait 10 ans qu'on travaille sur ce sujet-là. Ça doit rentrer dans la mentalité. En fait, effectivement, on avait un projet d'extension encore il y a 2 ans. On s'est dit, allez, cette fois-ci, on y va. Finalement, on l'a toujours pas fait. Cette fois-ci, c'était pour d'autres raisons. C'était notamment à cause de la hausse du coût de la construction et tout ça. Et on se rend compte, maintenant, ça fait 2 ans qu'on n'a pas fait cette extension. On a encore trouvé d'autres solutions dans notre organisation. D'autres marges d'optimisation. D'autres marges d'optimisation, d'autres choses. On réfléchit typiquement. On stockait de la matière inerte dans nos halls. C'était beaucoup plus pratique pour le process. Un hall chauffé, gardé. Une matière qui n'a pas besoin d'être à température ambiante, elle peut très bien être à l'extérieur, il suffit juste de la protéger de la pluie. Donc, quand on réfléchit à plein de petites choses comme ça, on finit par gagner des mètres carrés et des mètres carrés. Il y a 10 ans, vous étiez assez en avance sur tous ces sujets d'optimisation des bâtiments, du foncier. D'abord, pourquoi ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez en vous ? Et par ailleurs, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu justement ce que vous avez fait il y a 10 ans et ce que vous avez fait il y a 2 ans qui vous a permis finalement d'aller chercher des mètres carrés là où vous pensiez qu'il n'y en avait plus ? Alors, j'étais pas en avance il y a 10 ans, j'avais pas toutes ces réflexions. Il y a 10 ans, je commençais ma démarche. Non, il y a 10 ans, on a démarré la démarche Lean and Green avec la DIRA. Et donc, c'est le principe d'optimiser notre process industriel.
de réfléchir à chaque étape de production. Et typiquement, on a supprimé tous les encours de prod. Quand vous supprimez tous les encours de production, vous supprimez la zone de stockage, vous supprimez plein d'espaces qui en fait ne servent pas à la production réellement. Et vous vous rendez compte que c'est un gain énorme, ne serait-ce qu'en coût de stockage, en coût de matière. Et voilà, mais c'est un process long. C'est un process, comment dire, on ne peut pas y aller à la marche forcée. Il faut y aller avec de l'accompagnement, avec de la formation. Donc j'ai bien compris que ce n'était pas une révolution intellectuelle, mais une évolution intellectuelle sur le long terme. Néanmoins, il faut embarquer tout le monde dans l'entreprise, dans cette démarche. Il faut embarquer les collaborateurs qui ont des habitudes, qui ont des pratiques. On faisait comme ça, on a toujours fait comme ça. Je crois qu'il y avait une pub à l'époque, on a toujours fait comme ça. Là, c'est aussi un travail de manager, de management, pour embarquer les collaborateurs là-dedans. Effectivement. Souvent, c'est eux qui ont une clé de la réponse. Aujourd'hui, c'est eux qui m'apportent les solutions. C'est plus moi qui en propose. Il y a 10 ans, c'était moi qui avançais des idées qu'ils n'avaient pas. Aujourd'hui, c'est eux qui me remontent des idées. Typiquement, aujourd'hui, avec le télétravail, j'ai des collaboratrices qui m'ont dit « Mais pourquoi on ne supprimerait pas une partie des bureaux et on se mettrait tous dans un open space pour réduire le chauffage, réduire la surface utilisée ?» Et ça vient d'eux. Au bout d'un certain temps, ça vient d'eux. Mais pour ça, c'est encore une fois, c'est une évolution de longue haleine. Il faut accompagner les gens. Ça se fait pas. On ne peut pas y aller en marche forcée. Aujourd'hui, la zéro artificialisation des sols, on a l'impression de se prendre ça comme un coup près. On se prend ça comme une règle qui nous tombe dessus. Et pourtant, c'est quelque chose. Il fallait pas s'y préparer, mais il faut s'y préparer. Pour moi, il faut l'accompagner. Il faut pas se le prendre comme quelque chose de brutal. Ça va prendre du temps et il faut se préparer à ça. Cette philosophie finalement que vous avez su inculquer à vos équipes, à votre entreprise depuis 10 ans, c'est devenu aujourd'hui un avantage concurrentiel selon vous? Est-ce que c'est devenu un outil de remise en question permanente pour une évolution positive de l'entreprise? Qu'est-ce que ça vous apporte aussi en termes vous voyez, économiques et concurrentiels? Alors, je ne sais pas si c'est un avantage concurrentiel, économique ou quoi que ce soit. Tout ce que je sais, c'est que ça apporte une certaine qualité de vie au travail et que mes collaborateurs sont fiers de participer à ce projet et de participer à cette entreprise. Donc ça la rend beaucoup plus autonome, beaucoup plus évolutive. Quand vous avez tout le monde qui va dans la même direction, c'est beaucoup plus facile. Donc je ne sais pas si c'est un avantage concurrentiel aujourd'hui par rapport à mes concurrents. Dans tous les cas, ce que je sais, c'est qu'ils ont plaisir à venir au travail. Et ça, c'est déjà énorme. En tout cas, tout ce travail que vous avez entrepris aujourd'hui, d'optimisation, donc vous parliez de 15% de gains en surface il y a 10 ans, à nouveau des gains il y a 2 ans. Donc vous n'avez pas étendu votre bâtiment, ce qui vous laisse potentiellement encore une marge d'extension physique pour le coup. Les 20% qui nous restent, c'est le PPRI qui nous l'impose. En fait, vu qu'on est en zone inondable, on a le droit à étendre de 20% de la surface construite. Ces 20%, on tient, en fait, aujourd'hui, c'est notre trésor qu'on va se garder de côté le jour où vraiment on aura tout optimisé, qu'on sera au pied du mur. Là, on envisagera peut-être de le faire, mais on ne veut pas l'utiliser pour rien. On veut qu'il n'y ait plus aucune autre solution que ce soit la dernière. Aujourd'hui, vous pensez que vous avez encore des marges de manœuvre en interne dans l'entreprise? Oui. En hauteur, le stockage, aujourd'hui on stocke des barres de 6 mètres dans des civières. La prochaine étape, le jour où on sera coincé, ce sera d'installer un transstockeur de 20 mètres de haut peut-être. Effectivement, c'est peut-être pas forcément accepté non plus dans le paysage. Mais quand on remplace 400 mètres carrés de sol, d'occupation au sol par 16 mètres carrés au sol, la différence se fait assez vite. Donc, en termes d'investissement, vous êtes épargné une extension du bâtiment. J'imagine en revanche que de revoir son process, de réorganiser les flux, d'investir dans de nouveaux équipements, de nouvelles machines, ça a un coût. Est-ce que vous avez mesuré
le différentiel finalement entre une approche classique de l'extension du bâtiment pour accompagner la croissance de votre activité et cette remise en cause profonde finalement de vos pratiques? J'ai pas fait la comparaison, mais j'ai un exemple très récent où l'extension du bâtiment qu'on a voulu faire, que finalement on n'a pas faite à cause des coûts de construction, nous ont permis d'investir dans un autre outil industriel qu'on n'aurait pas pu, dans lequel on n'aurait pas pu investir si on avait eu l'extension du bâtiment. Donc l'un dans l'autre, ça se compense. Est-ce que l'extension nous aurait permis de faire la même chose sans cet outil? Je ne sais pas. Je ne suis pas certain. Comme des vases communicants, en fait. Vous avez évoqué effectivement la démarche Lean and Green qui était portée à l'époque par la DIRA. On sent que le regard extérieur est quelque chose d'important pour vous accompagner dans ce genre de démarche. Le regard extérieur, c'est potentiellement effectivement ce que vous proposez, vous, Mélanie, dans votre accompagnement. Ici, on a, avec Julien, un témoin assez vertueux finalement, sensible au sujet de l'optimisation des process et des bâtiments. Est-ce que globalement c'est le cas? Est-ce qu'on observe une prise de conscience générale chez les dirigeants d'entreprise? Est-ce que vous, dans votre activité, vous le constatez, cette prise de conscience? Je dirais aujourd'hui, la prise de conscience se fait de manière lente. Pourquoi? Parce que quand on reprend le cadre de la loi climat, les personnes vont tomber des nues et vont se dire mais pourquoi je dois subir cette réflexion et ces actions alors que mon premier métier c'est de développer mon entreprise, réfléchir d'un point de vue économique à faire toujours mieux, et on m'impose des contraintes supplémentaires. Néanmoins, ces contraintes supplémentaires, il faut prendre conscience qu'aujourd'hui on est en difficulté dans la consommation de nos ressources. On a consommé plus de 80% de nos ressources naturelles. Je reprends cet exemple, en 1950, on était 5 milliards, 75 ans plus tard, aujourd'hui, on est 8 milliards. Donc, on a un problème au niveau de la planète, un vrai enjeu. C'est pas une histoire de loi, c'est pas une histoire de réflexion et de contraintes, c'est de prendre conscience tous ensemble qu'aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux, donc on doit penser, au lieu d'avoir une consommation de masse, consommation virtuose. Il faut repenser nos modes d'usage. Il va falloir revoir nos réflexions profondes d'usage, notamment nous, dans notre métier du bâtiment et de la logistique et de l'industrie. Aujourd'hui, la société MGIB que j'ai fondée en 2018, à la base, était là pour accompagner dans les aménagements d'espaces logistiques. Et ensuite, on a intégré une réflexion de process dans la façon dont on vient structurer un bâtiment. Pourquoi ? Parce qu'un bâtiment, c'est une donnée statique. Le bâtiment, c'est une donnée dynamique. C'est le contenant et le contenu. Il y a encore 10 ans en arrière, cette typologie de réflexion n'était pas forcément ancrée dans l'accompagnement des industriels et des bâtiments logistiques. Mais aujourd'hui, on a des technologies qui nous permettent de comprendre et de voir comment remplir correctement un bâtiment en fonction d'une activité, d'une exploitation. Pardon. Non, allez-y. Par rapport à cette réflexion de comment remplir un bâtiment, déjà la première information, c'est qu'on parle en mètres carrés alors qu'on devrait parler en mètres cubes. Déjà, quand je parle à mes clients et que je leur dis aujourd'hui on arriverait à gagner 40% de volumétrie dans vos espaces, je vois tout de suite les trous. On parle de foncier et on parle de sobriété énergétique quand on dit les ponts thermiques, etc. Moi, quand je rentre dans des entreprises depuis 2015, je vois des ponts thermiques dans les rayonnages en fait. Donc je me dis mais oh là là, il y a des trous de partout, il y a du volume à exploiter dans tous les sens. Il y a un gros travail organisationnel de prise de conscience qu'aujourd'hui, on peut optimiser les hauteurs, les profondeurs et comment alimenter mieux la productivité. Ouais, on va y revenir. Simplement, effectivement, est-ce qu'aujourd'hui, ce sont les dirigeants qui viennent spontanément vous voir pour aborder toutes ces questions ? Sous quel angle? Et ou est-ce que vous avez, vous, encore un gros travail d'évangélisation, un peu comme on essaie de le faire aujourd'hui, en direction des dirigeants? Est-ce qu'il y a une prise de conscience quand même? C'est au-delà de la prise de conscience. Aujourd'hui, un chef d'entreprise qui n'a plus de place. Sa problématique, je n'ai plus de place. Comment je fais pour repenser mon organisation, créer une extension? Je suis bloqué, pas possible de faire une extension, choisir un nouveau bâtiment. De quelle volumétrie ai-je vraiment besoin? Comment je fais aujourd'hui pour connaître ma surface? Aujourd'hui, il se tourne vers qui
pour répondre à cette problématique. L'architecte, c'est pas son métier de réfléchir à comment remplir, comment réoptimiser. Donc la problématique, c'est pas la prise de conscience de comment faire mieux pour optimiser ces espaces, mais c'est auprès de qui se tourner aujourd'hui pour ces typologies de professionnels. Et le levier, c'est quoi? C'est les finances pour le dirigeant. C'est les finances ou c'est cette prise de conscience qu'il y a un enjeu environnemental et qu'il faut optimiser le moindre mètre carré, que ce soit dans une enveloppe existante ou dans un projet de développement. Finance, le cœur ou la raison en fait? De toute manière, il va y gagner dans les deux cas, en fait. D'un point de vue financier, automatiquement, si on retravaille la volumétrie, les aménagements d'intérieur, je vais prendre un exemple. Je devais accompagner une entreprise qui, à la base, voulait faire 3000 m² de bâtiment. Finalement, c'est 2500 m². 500 m² d'économiser dans une construction de bâtiment. On fait le calcul, on peut gagner 1 600 000 €. Donc, économiquement, déjà, de repenser différemment, consommer moins, consommer mieux, ça a une virtuosité. Et en plus de ça, avoir un bâtiment plus petit, aujourd'hui, on le voit, on accompagne des entreprises qui ont du foncier, énormément de foncier, et à l'inverse se disent mais en fait j'ai envie de déménager dans plus petit pour consommer moins parce que je fais trop de déplacements, mes flux c'est plus optimal. J'ai pris conscience que le fameux mindset du gros bâtiment, en effet, de se dire ah c'est ce qui crée la richesse externe que les personnes vont visualiser de mon entreprise, elle n'est plus finalement celle-ci. C'est comme les grosses voitures, etc. On voit que depuis la période Covid, etc., des changements de mentalité sont en train de se faire. C'est potentiellement, enfin, ce que vous évoquez, je reviens aussi à ce que disait Julien tout à l'heure, c'est un vrai projet d'entreprise finalement, dans lequel effectivement il y a le dirigeant qui va être le sponsor, qui va amorcer la pompe et qui va finalement mettre ses collaborateurs en condition et en capacité de s'exprimer, de donner des idées sans autocensure. Il y a là aussi en termes de management une véritable, alors je ne vais pas parler de révolution puisqu'on a banni le mot tout à l'heure, mais il y a une véritable évolution aussi en matière de management et de capacité à embarquer les équipes. Je redonnerai ensuite le micro, mais je rebondis parce que c'est la clé du succès. Aujourd'hui, nous, on travaille sur de l'intelligence collaborative. Une entreprise a tellement de métiers différents que quand on parle de process, on touche énormément de monde. Et pouvoir accompagner au changement, c'est les intégrer tout de suite dans la réflexion de projet. C'est du moyen long terme, on vient de l'entendre. On ne met pas en place ces typologies de projets, de réflexion, de réorganisation du jour au lendemain. C'est de la capacité de monter une équipe projet et progressivement d'avoir des outils. Nous, aujourd'hui, on a des outils pour permettre de visualiser la volumétrie parce que les personnes ne voient pas toujours ce que le chef d'entreprise a aussi dans sa tête et dans sa façon dont il a repensé les usages. Donc, pour réussir à leur montrer finalement qu'on a une réflexion globale, on va utiliser des jumeaux numériques qui aujourd'hui nous permettent de visualiser, de pouvoir voir l'usine de demain au travers de réflexions collaboratives. Et de lutter parfois aussi contre des idées préconçues ou des habitudes, on en parlait tout à l'heure, des habitudes de travail, des habitudes de vision. Quand on vient depuis 10, 15 ans, 20 ans dans le même site, qu'on a toujours vu la ligne 1 positionnée à cet endroit, la ligne 2 comme ci. Voilà, il faut aussi lutter contre ces habitudes et contre ces réflexes conditionnés, j'ai envie de dire. Je dirais pas forcément lutter, mais challenger. Il faut que toute l'entreprise doit être dans cette réflexion d'être challengée, d'innover. D'ailleurs, quand on parle d'innovation, le plus gros travail, nous, en tant que start-up, c'est de venir faire prendre conscience aujourd'hui à l'entreprise que c'est son histoire qui va justement l'empêcher de voir le monde de demain et d'être créatif. À chaque fois, quand on commence un projet, on leur dit « Et si on pensait le monde différemment sans reprendre tout ce que vous aviez et qui est votre histoire ?» Parce que donner un sens, il y a un vrai travail de réflexion lié à notre cerveau aussi, qui est hyper important dans la psychologie de l'accompagnement à un projet. Je vais rebondir et poser une question à Julien, mais j'ai un peu une idée de la réponse quand même. Cette notion de raréfaction du foncier, finalement, est-ce que c'est une entrave au développement des entreprises ou au contraire un booster d'efficacité quelque part? C'est une opportunité de réfléchir différemment. Aujourd'hui, en fait, nous, au lieu de réfléchir à comment on va étendre nos bâtiments, on réfléchit plus à comment est-ce qu'on prépare notre bâtiment au changement climatique dans 10-15 ans. Parce que quand on regarde un petit peu les impacts qu'auront
les changements climatiques, parce qu'ils arrivent. Hein. Il y en a certains qui on peut changer certaines choses. Il y a des choses qui vont arriver, c'est certain. Des fortes chutes de neige, plus de pluie, des fortes chaleurs. Aujourd'hui, au lieu d'investir dans de l'extension, on investit dans l'optimisation de notre bâtiment pour se préparer à ça, pour réduire l'impact qu'auront ces changements sur notre activité économique. Et donc, le fait de ne plus avoir de terrain nous fait juste changer notre braquet de vision et dire OK, on ne peut pas étendre, on va peut-être réfléchir à assurer ce qu'on a déjà. Voilà, c'est une opportunité pour moi, plus qu'une contrainte. Ouais. En termes de management aussi, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vos équipes ont vécu finalement ces différentes étapes de développement dans l'enveloppe actuelle? En fait, ça a été comment dire, il y a un principe que j'ai toujours. Le lean, au départ, quand on parle du lean, le lean a une mauvaise image parce qu'il est passé par les États-Unis et que les États-Unis ont récupéré la partie uniquement financière de ce principe. Quand on revient aux origines du lean, qui sont les origines de Toyota, qui sont de l'après-guerre quand même, hein, c'est un truc qui a plus de 70 ans. L'objectif, c'est la chasse au gaspillage. C'est de faire mieux, pas de faire plus. Et en fait, moi, c'est un peu mon mantra que j'ai toujours dit. Je dis, si on se lance là-dedans, c'est pas pour faire plus, c'est pour faire mieux. Le faire plus, ça viendra tout seul quand on saura faire mieux. Mais notre objectif premier, c'est de faire mieux. Et quand toute votre démarche, quand tout ce que vous faites, vos collaborateurs voient que c'est en cohérence avec ça, alors ils vous suivent. Et en fait, maintenant, ça vient de eux. Comment est-ce que demain on fait mieux? Ça vient d'eux-mêmes. C'est plus moi qui l'impose, c'est eux qui me proposent des choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, ils prennent l'initiative sur ces sujets-là aussi, quoi. Exactement. Je suis plus le décisionnaire de tout aujourd'hui. Juste un point, je rebondis sur ce que disait Julien sur le lean. C'est intéressant parce que dans les principes du lean, on essaye de ne pas dire tiens, on va augmenter la productivité de 10%. Parce qu'on sait très bien qu'on ne va pas révolutionner notre façon de faire, qu'on va juste mettre la pression sur l'opérateur. Et quand on a eu la loi ZAN qui est arrivée en disant on va diminuer de 50% notre consommation foncière, beaucoup ont crié au loup. Ce qu'il fallait entendre aussi, c'était un chemin. On va aller vers là. Et que derrière, ça nous oblige à changer notre méthode. Parce que si on avait dit on va réduire tous les 10 ans de 5 ou 10% la consommation foncière, on n'aurait rien changé. Là, on est obligé de changer. Et c'est ça qui est important. Et autre point aussi, on a effectivement vu qu'il est important que les entreprises changent, mais que derrière, il faut qu'on ait un binôme élu qui sont en charge de la réglementation locale. Julien citait mon bâtiment de 20 mètres. Si derrière, on ne m'autorise pas à faire un bâtiment de 20 mètres, comment je peux monter en hauteur? Si derrière, si un PLU ou un règlement de zone me dit si tu construis 1000 mètres carrés, il faut que tu construises 50 places de parking parce que c'est lié au mètre carré, comment je peux modifier ma mobilité pour mes salariés? Donc en fait, on est obligé de travailler main dans la main et une zone d'activité ne peut plus être faite par les élus sans les entreprises. Il y a un vrai dialogue, il y a une nouvelle gouvernance qui doit se mettre en place entre élus, entreprises, parce que derrière, c'est ça aussi qui permettra l'économie de foncier, la mutualisation. Si demain, vous avez une zone d'activité où les élus disent vous êtes le premier sur la zone, vous allez créer un restaurant d'entreprise, mais à la limite, je vais bonifier le prix du foncier si vous acceptez d'ouvrir votre restaurant d'entreprise au prochain. Vous allez construire plus grand, mais les autres vont construire plus petit. Donc il y a des nouveaux modèles. On a un dirigeant d'entreprise qu'on connaît bien, qui est en Centre-Alsace avec Julien, qui me dit moi j'ai un restaurant d'entreprise, il y a très peu de restaurants qui sont sympas autour. Je suis en train de regarder si le week-end, je ne peux pas l'ouvrir au public, mon restaurant d'entreprise. Ça pose plein de problèmes d'accès à l'entreprise, etc. Mais en même temps, ce n'est pas du tout idiot. Donc là aussi, il y a des évolutions assez notables dans la façon dont on vit les zones d'activité et les secteurs d'implantation des entreprises. J'ai entendu depuis tout à l'heure optimisation des process, économie du foncier, chasse au gaspillage, fédérer les équipes, renforcer le dialogue avec les élus, ce que tu laissais entendre, Sébastien. C'est finalement un paysage assez idéal qu'on est en train de présenter là. Néanmoins, dans la réalité, dans les faits,
toutes les entreprises n'ont pas les moyens effectivement d'optimiser leur process, d'optimiser leurs enveloppes. Il y a des équipes qui sont plus difficiles à bouger que d'autres. Finalement, est-ce qu'on n'est pas là devant un panel d'intervenants absolument idéal sur ces questions-là? Est-ce que Sébastien, Mélanie, la partie est gagnée ou est-ce qu'il y a encore du boulot? Je réponds juste. La partie n'est pas gagnée parce qu'il y a une vraie révolution. Alors, on le voit, nous, sur les territoires avec les élus, ça change. Alors, on a encore du travail entre ceux qui disent oui, c'est génial ce que vous faites, et dans les faits, on va construire un bâtiment sans étage, en consommant, etc. Il y a des gros potentiels dans les entreprises, parce que je pense que, alors vous avez certains grands groupes qui ont déjà travaillé ces sujets-là, qui sont déjà extrêmement optimisés, mais même quand vous discutez avec eux, ils me disent on a encore beaucoup de boulot à faire. Mais dans les ETI PME, il y a énormément de gains et d'optimisation. Julien l'a expliqué, et tous les jours il revient sur son process. Je pense moi je parlerais plutôt d'espoir plutôt que de contraintes. On a vraiment beaucoup de choses à faire. Je rebondis sur cette histoire de réflexion de la consommation du foncier, notamment sur la partie mutualisation. On a une grosse partie R&D, nous aussi, sur la réflexion des usages des stocks, donc le co-stockage, on parle de coworking, on voit émerger des solutions comme Airbnb aujourd'hui. La réflexion de la mutualisation, elle est essentielle, mais pour ça, il faut créer une communauté. On n'est plus individualiste. Aujourd'hui, on voit que dans notre façon de faire, de plus en plus, on est en train de vouloir décentraliser les sujets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous prenez l'exemple des nouvelles technologies, l'histoire de la blockchain, l'histoire du bitcoin, pour ceux qui font un peu attention à ces sujets-là. On a cherché à décentraliser et à créer une communauté qui permet de donner l'information à tout le monde. Aujourd'hui, on parle de smart building. On veut construire des bâtiments intelligents, mais qu'est-ce qu'il faut derrière? Un système d'information. Comment on lie le flux d'information avec le flux physique? Le fameux contenant et contenu. Comment je sais aujourd'hui que j'ai un espace de disponible, pour qui, pourquoi, à quel endroit? Et aujourd'hui, la révolution passe par la technologie. Les réflexions des laboratoires, des différents centres de recherche, de l'intelligence artificielle, etc., n'est pas qu'une contrainte et une problématique que l'on peut voir et demi-jurée de l'évolution, mais au contraire, c'est ce qui nous permettra demain de pouvoir aller sur des sujets de mutualisation et de réflexion des nouveaux modes d'usage de consommation du foncier. Sur les sujets de mutualisation, j'entends ce que vous dites. Mais parfois, quand vous êtes dans une zone d'activité, dans une zone industrielle, vous vous rendez compte que deux grosses usines voisines ne se connaissent pas ou se connaissent mal. Les dirigeants ont le nez dans le guidon, ils n'ont pas forcément le temps de participer à des événements qui permettent parfois de les réunir. Mais là aussi, il y a un vrai sujet pour répondre à cet enjeu de la raréfaction du foncier, de la mutualisation des outils, de la mutualisation des moyens. On parlait de cantines, on peut parler de parking. Il faut déjà réussir à créer du dialogue à l'échelle des zones d'activité pour prendre cette échelle-là. Pardon, je rebondis toujours sur cette réflexion, mais il faut bien comprendre qu'on passe de l'ère du capitalisme à l'ère de l'information. Aujourd'hui, les personnes qui ont la donnée sont les personnes qui ont le pouvoir de demain. Quand on voit les entreprises aujourd'hui qui ont leur système d'information qui est encore arriéré, qui est en mode AS400, qui, bien qu'il fasse très bien son travail, aujourd'hui ne permet pas d'être plus productif, ça permet de gérer des espaces aussi. Je ne vais pas rentrer dans du détail de WMS ou d'enjeux de gestion des stocks, mais on est d'accord qu'aujourd'hui, toute l'organisation d'une entreprise passe par le flux physique et le flux d'information. Airbnb aujourd'hui arrive à mettre en place des espaces disponibles sur une plateforme qui permet de centraliser cette information. Aujourd'hui, sur le monde industriel, avec la propriété intellectuelle, etc., c'est encore très compliqué d'arriver à ces systèmes-là. Ouais. La question de se parler, elle est essentielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut mutualiser, il faut que les gens se parlent. Il faut que les entreprises qui sont à proximité se parlent. Donc nous, c'est ce qu'on essaye de travailler avec des collectifs. Julien fait partie d'un collectif en Alsace centrale qui s'appelle Action, qui permet aux différents dirigeants d'échanger. Ça, c'est une échelle un peu macro.
Mais oui, il faut de l'échelle micro au niveau de zone d'activité. Julien en parlera mieux que moi, hein, mais il me disait un jour, quand je réfléchis à l'achat d'une machine, il faut que je réfléchisse plus large et que je vois si les voisins ils n'ont pas besoin de ma machine aussi. C'est même le cas sur l'extension. Quand on a imaginé l'extension du bâtiment, on a un concurrent dans la même rue que nous. On s'est posé la question, est-ce qu'on ne construirait pas ensemble? Voilà, on s'est posé la question. On n'est pas arrivé au bout de la démarche, mais on s'est quand même déjà posé la question, c'est déjà ça. Dans le coup de l'échange local, moi j'ai encore un exemple typique. Pendant le Covid, on a continué à produire, on n'avait plus d'espace. On a appelé une entreprise de la ville, on savait qu'elle avait des zones de stockage inoccupées, qui nous l'a mis à disposition. Alors oui, c'est parce que je connais le dirigeant, parce qu'on se parle, parce que on a un peu outrepassé des règles d'assurance et de choses comme ça, d'accord. Mais en attendant, on a quand même trouvé des solutions. Des solutions se trouvent. Faut savoir aller un peu plus loin que les barrières qu'on a aujourd'hui. Il nous reste quelques minutes avant de prendre éventuellement l'une ou l'autre question dans la salle. Chacun à votre tour, et peut-être Sébastien en dernier. Pour vous, l'usine de demain, dans ce contexte, l'usine idéale, à la fois en termes d'organisation, de fonctionnement et de philosophie, c'est quoi, Mélanie? Vous avez 2 heures. En une phrase, très compliquée. Je pense que l'usine de demain passe par l'intelligence collective. Qu'on le veuille ou non, on a 1001 technologies au service de l'homme et de l'humanité, mais il ne faut pas oublier que nous sommes tous là les uns avec les autres pour continuer à faire avancer notre espèce. Et si on veut faire avancer notre espèce, il va falloir protéger notre planète. Donc l'usine de demain, je pense qu'elle doit porter une mission beaucoup plus grande que celle de produire. Et avec l'intelligence collective, avec les nouvelles façons de penser, l'innovation d'usage au cœur des réactions de chacun pour pouvoir construire le monde de demain. Moi, je ne sais plus quoi dire maintenant. Non, pour moi, l'usine de demain n'est pas qu'une usine, en fait. C'est pas que l'usine, c'est tout ce qui tourne autour et qui ne doit pas servir que à produire, effectivement. Il peut y avoir plein d'usages autour d'une usine. On parlait avant d'ouvrir un restaurant le week-end. Moi, mes locaux, le week-end, sont vides, sont inutilisés. Mais quand vous regardez les bâtiments publics, les écoles sont vides pendant les vacances et pendant tous les soirs et toutes les nuits. C'est pareil. Ces bâtiments, il faut qu'on réfléchisse différemment les usages de tous les bâtiments, pas que les usines. C'est le bâtiment de demain qui doit être différent. C'est pas que l'usine. Ben voilà, quand même. Quitte à en faire un acteur à part entière du territoire, en fait. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, auxquelles je souscris totalement, que ce soit Julien et Mélanie. Je pense que moi, j'ai un doux rêve, notamment peut-être avec Action en Alsace centrale ou Résilient en Alsace du Nord, donc des collectifs d'entreprises, c'est qu'on considère l'usine de demain comme une agglomération des unités de production sur un territoire et qu'on fasse une grosse usine mutualisée qui serait un peu le concept de la ruche, où on est des unités où on sait parler entre nous et puis on mutualise parce qu'en fait on n'est qu'un gros système de production sur un territoire mais qui intègre aussi pas seulement les usines. C'est un doux rêve, moi, je serais peut-être plus là. Merci. Alors je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle par rapport à des questions que vous pourriez adresser à Mélanie, Julien ou Sébastien par rapport à tout ce qu'on vient d'évoquer. Laurent, est-ce que... Bonjour. Une question à Mélanie. Concrètement, comment ça se passe? Si moi, je veux aménager mon entreprise, au lieu de l'agrandir, je fais appel à vous. Concrètement, comment ça va se passer? Je me permets de présenter Laurent Baudin de l'Alsace. Concrètement, comment ça se passe? On se retrouve à réanalyser l'ensemble de l'existant. On vient scanner, on crée un jumeau numérique. Et derrière, on réfléchit à quelles seront la capacité de maximiser la densification des stocks. Enfin, pour notre métier, on veut en mettre le plus possible dans le moins de mètres carrés possible. Si je veux simplifier la réflexion globale, il existe tellement de formes d'aménagement. On parlait de transstocker, d'accord, mais qu'est-ce que je mets dans un transstocker? Est-ce que je dois mettre mes produits qui tournent le plus à forte rotation, à faible rotation? Quelles sont mes fortes références? Une référence, combien de quantité? Pourquoi? Enfin là, je ne vais quand même pas rentrer dans le détail de la logistique, mais aujourd'hui, notre métier est d'être architecte d'intérieur au service des industriels
par le biais de spécialistes en génie industriel et génie en solutions de supply chain. Vous allez nous dire, vous êtes architecte d'intérieur et vos métiers, c'est la supply chain. Oui, parce qu'en fait, c'est en réfléchissant au lean, à la façon dont on vient distribuer les pièces et les marchandises, en analysant les marchandises, qu'on définit les aménagements. En fait, c'est un peu du Tetris qu'on fait. Notre métier, c'est de pouvoir imbriquer les meilleures solutions d'aménagement par rapport aux contraintes de hauteur, de profondeur, pour alimenter au mieux la chaîne de valeur et de sortir le plus rapidement possible un produit qui rentre d'un côté et qui va ressortir de l'autre côté. Pour compléter la question de Laurent, il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure du bâtiment existant à optimiser et il y a le cas de figure du bâtiment en projet. Vous intervenez sur les deux. Évidemment, le plus en amont possible, le plus tôt possible, c'est mieux. Oui, en fait, quand une entreprise cherche si elle a déjà déposé un permis de construire ou si elle est déjà dans une réflexion d'extension, bien évidemment, on va l'aider à optimiser son nouvelle implantation. Néanmoins, elle va prendre conscience qu'en fait, elle doit déjà faire un travail de réorganisation en interne parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les temps d'instruction des permis de construire vont durer 2 ans quand ça se passe au mieux. On voit avec les enjeux aujourd'hui écologiques de refaire des tests pour voir si en effet la zone, on peut l'utiliser ou non. Donc en attendant, qu'est-ce qu'on fait pour aider ces entreprises qui manquent cruellement de place ? Eh bien, c'est d'avoir cette réflexion d'accompagnement général avec elles, même si on est à la base missionné sur un déménagement, finalement, naturellement, elles nous missionnent sur la réorganisation de leur existant aussi. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle ? Éventuellement ? Non. Je voyais un signe. Non, c'est pas. On a été si clair que ça. Waouh, bravo. Ouais. Sébastien, est-ce que tu veux dire un mot de conclusion ? Non ? Je pense que c'est bon. On est arrivé à midi 12-13, donc on n'est pas loin effectivement du terme de cette table ronde donc, qui vous était proposée par les agences du développement économique du Grand Est. Il me reste juste à vous remercier au nom de Mélanie, de Julien et de Sébastien, à vous remercier pour votre présence dans la salle mais aussi en ligne, puisque cette conférence était diffusée en visio sur le site du salon. Donc merci à vous, bonne journée, bon salon, profitez-en bien, beaucoup de belles choses à voir et je pense que Mélanie, Julien ou Sébastien sont encore à votre disposition pour continuer les échanges. Merci beaucoup.